Nous allons maintenant recevoir pour vous deux personnalités qui vont s'exprimer au sujet de l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de la relaxe définitive de Alain François Adiou et par voie de conséquence du démarrage entre guillemets du fonctionnement de la Haute Cour de justice. Non pas qu'elle ne fonctionnait pas, mais on n'avait pas encore entendu la Haute Cour de justice rendre une décision à propos des dossiers qui lui avaient été envoyés tant par l'ancien gouvernement que par le nouveau. Voilà donc Alain François Adiou qui a passé du temps en prison, qui a donc également vu son nom évoqué à plusieurs reprises par la presse dans un dossier de malversation à propos de la confection de la liste électorale permanente informatisée. Il en était, vous le savez, à la manœuvre dès les débuts. Il vient donc d'être définitivement relaxé. La Haute Cour de justice s'est prononcée pour cette relaxe et les députés ont voté, ont rejeté donc sa mise en accusation. Pour en discuter, je reçois pour vos deux personnalités. Il s'agit de Narcisse Khessou. D'une part, Narcisse qui est le rédacteur en chef du journal Le Palmarès. Narcisse, bonjour à vous et merci d'accepter notre invitation encore une fois. Bonjour bien James, bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais juste rappeler que c'est Palmarès tout court. Palmarès. Partout on nous tasse de Le Palmarès. Palmarès tout court, vous n'avez pas donc le déterminant. Nous allons avec vous discuter en face de vous, en tout cas avec Mathieu Avlessi. Vous êtes spécialiste en communication politique et membre de la coalition Bénin en route. Ça c'est une autre de vos facettes. Merci, monsieur le journaliste. Salut, chers téléspectateurs. Ensemble, nous allons parler de la situation relative à Adiou. Très bien. Alors, commençons donc par rechercher quel fut votre sentiment, Narcisse Khessou, quand vous avez entendu dire que les poursuites à l'encontre de Alain François Adiou sont désormais abandonnées et que maintenant, en tout cas, il peut être totalement libre de ces mouvements et ne plus penser à cette accusation. D'abord, tout de go, c'est sans surprise. Seulement, ce qui pourrait surprendre dedans, c'est que le dossier soit revenu, débattu et qu'il soit définitivement relâché. Donc, mais ce relâche, c'est sans surprise quand je tiens compte de la majorité actuelle, quand je tiens compte de l'eau qui a coulé sous le pont par rapport à ce dossier, et maintenant, aussi quand je dois tenir compte aussi de sa nouvelle couleur politique, parce que je crois qu'une ou deux fois, je l'ai eu sur les antennes, un peu le contenu de ses propos, on peut aujourd'hui identifier son bord politique. C'est un acteur politique, on peut identifier son bord politique. Donc tout cela fait que c'est sans surprise. Mais l'autre chose dont il faut tenir compte, quand un humain est relâché comme ça, on doit s'en réjouir pour lui, pour sa famille. C'est-à-dire une fois, son honneur sera lavé. Et si nous avons souvenance, c'était un dossier beaucoup plus politique à l'époque. Il faut rappeler que Alain Adiou pouvait ne pas être le seul à faire l'expérience là qu'il a eu à faire, simplement parce qu'à l'époque, à l'hémicycle, il avait nargué les députés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il a vraiment nargué? Bon, c'était ce qu'ils ont dit, mais c'était ce qui était arrivé. Et les députés lui ont montré à l'époque qu'ils étaient capables d'aller plus loin avec lui. Donc, c'est ce qui l'avait amené à faire malheureusement cette expérience. Il doit en garder des séquelles, il doit en être vraiment meurtri. Ben, c'est la vie aussi, c'est la vie, c'est la politique. Et par ailleurs, ce sont ses conséquences. Alors, Mathieu Avlessi, vous avez vous aussi vécu avec nous cette nouvelle. D'abord, est-ce que la coloration politique, la nouvelle coloration politique de Alain François Adiou aurait pu ou peut avoir joué dans la décision de la Haute Cour de justice et de l'Assemblée nationale de mettre fin aux poursuites contre lui?
Merci, monsieur le journaliste. Je remercie Ressou par rapport à sa démonstration, mais je ne suis pas d'avis que ce soit sa coloration politique et qui aurait aidé à sa relaxation. Remontons un peu l'histoire des cadres béninois. Déjà au niveau local, nous ne nous entendons pas. Au niveau local, nous avons des rivalités qui ne disent pas leur nom pour rien du tout. Et extrapolons un peu pour aller au niveau international. Lorsque vous avez la chance, vous savez, l'information est source de richesse. Vous avez la chance d'accéder à un poste à l'international. Vous avez l'information qui a la possibilité de faire recruter d'autres. Et vous avez des amis, des frères du pays qui répondent au profil. Vous leur passez l'information, qu'ils fassent la procédure. Si jamais ils venaient être recrutés, c'est lui votre malheur. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. C'est légendaire, c'est typiquement... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alain François Adiou est-il tombé dans le piège de ceux avec qui il a voulu collaborer à un moment donné? Le problème est plus profond que ça. Je pars de là pour dire qu'en réalité, Ressou l'a dit tout à l'heure, on dit il a nargué les députés. C'est une question d'orgueil. Il a nargué les députés. C'est ça. C'est la méchanceté des cadres béninois. C'est la méchanceté de l'homme politique béninois. Alain Adiou, sa carrière internationale a été mise, je ne sais pas, en difficulté, a été sabotée. Il a nargué ou non les députés à cette époque-là? Alain Adiou, quand le président Mathieu Kérékou l'avait appelé aux affaires, il était à l'international. Le président Mathieu Kérékou lui a confié la gestion de ce dossier. Il a écrit un livre. Vous ne l'avez pas lu, je suppose. Le titre du livre, c'est Kérékou, la Lépi et moi. Ce qu'il faut savoir maintenant et pour l'avenir. Si vous lisez, tout est dedans. Il n'en avait pour rien. On lui a confié un dossier. C'était l'appréhension. L'auteur du livre dit toutes les vérités dans son livre. Je crois que c'est un livre. Et ça, c'est l'histoire, c'est la mémoire. C'est ce que la personne a vécu, qu'il a dû retracer. Et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez suivi, sur une émission sur Sika TV, j'avais dit, en réalité, quand vous lisez ce document, déjà à partir de Kérékou, qui est venu constater la mise en place du COS Lépi, il a trouvé que c'était du pipeau, c'était un vache à lait, c'était une situation montée de toutes pièces par les députés. À l'époque, CPS Lépi, hein? Bien sûr, merci à toi, cher ami. Vache à lait. Donc, moi j'ai dit sur l'émission, le COS-EPI, c'est un coup familial qu'il faut fermer à terme. Faisons la procédure pour fermer. Ça m'engage, je l'ai dit il y a quelques mois en arrière, je répète, la procédure doit être mise en place pour s'en passer. Il y a d'autres procédures pour gérer le pays, les élections dans ce pays. Alain Adiou a fait les frais de cette affaire pour rien du tout. La méchanceté de nos cadres. Je revenais toujours par rapport à cette affaire de cadre à l'international pour dire, si vous prenez un Sénégalais, un Burkinabé qui va à l'international, quelques années plus tard, vous en avez 4, 5, 10 qui viennent. Ils passent l'information à leurs frères, ils font la procédure, ils viennent. Pour autant, ils ne sont pas leur malheur, ils accompagnent leur aîné qui leur a passé l'information. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas... Quand les gens ne font pas... Quel lien faites-vous entre cette situation et le cas Alain Adiou? Alain Adiou n'a pas été touché par cette situation en étant à l'international. Vous l'avez dit, il a été rappelé au pays par le président Mathieu Kérékou. Parce que entre cadres, on ne se fait aucun cadeau. On se fait mal pour rien. Donc les politiques font du mal aux cadres pour rien. Et c'est le cas Adiou. C'est un peu ça. C'est la méchanceté gratuite du Béninois que je veux mettre en évidence là. Ce n'est pas normal. Surpassons les choses. Alain Adiou était dans une posture de reformer le système Lépi, de faire une liste qui soit fiable. Après lui, depuis combien d'années on n'a jamais eu de liste fiable? Pourquoi? Et pourquoi on lui en veut? Aujourd'hui, on le relaxe. Sa femme est morte pendant qu'il était en prison. C'est pas normal. Voilà un peu moi. Je suis très, très choqué par la chose. Content de ce qu'il soit libéré. Mais je dis, pourquoi tout ça pour rien? C'est ça qui m'amène à faire le lien entre la situation entre cadres béninois au niveau national, à l'international, et donc la situation entre les politiques et les cadres béninois. Il a nargué, ça n'a pas de sens pour qu'on lui fasse tout ce tort-là. 12 années pratiquement de procédure. C'est un peu ça, chers amis, je suis très choqué. Justement, Narcisse Ressou, 12 années pratiquement, Alain François Adiou, très souvent évoqué par la presse comme ayant maille à partie avec la justice, comme ayant mis la main, entre guillemets, dans la marmite Lépi, de s'être engraissé sur le dos de la Lépi. Mais vous estimez que son positionnement politique aujourd'hui est
le déclencheur du fait qu'il ait été lavé de tout soupçon. Est-ce que vous pensez que cette procédure n'aurait pas pu avoir une autre suite si Alain François Adirou n'était pas un des soutiens du chef d'État aujourd'hui? Non, c'est pourquoi j'ai dit c'est sans surprise pour 3 raisons. Bon, il y a le temps qui a pris par là. Le temps, c'est vrai que c'est un dossier de justice, et quel qu'en soit le temps. Mais parlant de CPS l'EPI à l'époque, à cause de l'EPI aujourd'hui, ou à l'EPI tout court, c'était une affaire d'abord de l'EPI, de la liste seulement. Donc, c'était une affaire beaucoup plus politique. C'était un dossier beaucoup plus politique. Donc, vous savez, dans notre pays, les dossiers de justice, qui soient des dossiers politiques, ont d'autres envergures, ont d'autres considérations. Aujourd'hui, dans ce pays, vous savez, il y a des dossiers qui devaient être devant la justice, mais les intéressés sont relâchés compte tenu du camp dans lequel ils se retrouvent. Et de l'autre côté, les gens sont pourchassés à cause du camp dans lequel ils se retrouvent. Est-ce que vous n'êtes pas dans des affirmations un peu trop faciles quand vous dites des choses comme ça? Non, ça crève l'œil. Hein. On ne pourra plus compter, enfin, décrire cette situation politique aujourd'hui à aucun Béninois. Il peut y avoir rien que le hasard qui fait ce genre de choses. Non, quel hasard? C'est l'hasard politique au fait. On peut définir maintenant le nombre d'hasards qu'il peut y avoir. Donc, dans le cas d'espèces, c'est-à-dire, il devait être relâché, même s'il n'était pas du camp du pouvoir actuel, c'est qu'il allait se contenir, ne rien dire, sachant que, bon, c'est un dossier qui traîne, et voilà qu'on parle désormais encore de poursuites, de députés. Peut-être que mon cas pourrait revenir. Il allait calmement se taire. Mais s'il a eu l'attitude, l'aisance de se prononcer, c'est-à-dire de montrer une coloration politique aujourd'hui, c'est-à-dire cette position ne peut pas lui créer aujourd'hui des dommages. Ça fait un. De notre côté, c'est qu'il faut voir que le gouvernement est dans un processus de pourchasser d'autres députés. Et le cas Alain Adirou étant là, qui n'était pas un cas vidé, un dossier vidé, et le processus se déclenche, donc il faut qu'on finisse avec son cas. Il faut montrer que les députés, par rapport à des cas de poursuite, ces députés-là sont en train d'agir. Vous n'estimez pas que le gouvernement a donné une injonction à la Haute Cour de justice? Parce que d'abord, la Haute Cour de justice a rendu un rapport qui a permis aux députés de statuer et d'abandonner. Oui, je ne parle pas du je ne parle pas du cas Alain Adirou qui a eu une injonction. Je dis, pour que les procédures qui viennent en arrière puissent aboutir, il y a un cas qui était sur la table. Il y a un cas qui était sur le tapis. D'abord la Haute Cour de justice qui a statué. Exactement. Donc, quand on va poursuivre les autres députés, quand les députés vont donner le quitus, c'est la Haute Cour de justice qui doit suivre. Est-ce que Martin Avlessi, vous pensez Mathieu, Avlessi, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut avoir incité la Haute Cour de justice à rapidement faire évacuer cette affaire pour que d'autres dossiers plus lourds soient portés sur la table? Je crois que si la Haute Cour est là, elle devrait faire son travail. Je suis d'avis. Il y a une situation en attente, qu'est-ce que vous faites avancer? Ce serait simplement ça. Mais ce ne serait pas la coloration politique de Alain Adirou. Que fait-on de l'indépendance de la justice si le gouvernement peut demander à la Haute Cour de justice d'avancer dans son travail? Indépendance, la Haute Cour... La Haute Cour de justice doit être totalement indépendante de l'action gouvernementale, du gouvernement. Ce n'est pas une action. Vous avez des dossiers, oui, c'est faux. Ça, c'est de la gestion du pays qu'il s'agit. Une fois que le dossier a été introduit à la Haute Cour de justice, est-ce qu'il revient encore au gouvernement de demander à la Haute Cour d'accélérer son travail? C'est vrai, l'indépendance dont on parle, moi je ne sais pas ce qu'on met dedans. On parle indépendance comme si, bon voilà, chacun est là, fait de ce qu'on lui a confié, l'État qui lui a confié. Il y a quelqu'un qui est garant de la gestion de l'État, qui demande attention, qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Est-ce que vous avez des dossiers? Oui, avancer dans le dossier, ce n'est pas des orientations de nos dossiers. Et ça ne s'appelle pas injonction de mon point de vue. Donc, je suis d'avis que ce ne pas moi je pense que ce n'était pas la coloration de Alain Adirou qui en fin de compte a abouti à sa relaxation, à la décision qui a été prise. Mais plutôt, c'est la gouvernance autrement du pays. Notre pays est autrement gouverné et nous avons besoin de ce que des situations n'attendent pas aussi longtemps pour se vider, pour du rien en fin de compte. Ce n'est pas normal et je crois que nous remercions la gouvernance en place pour ce qui s'est passé.
Alors, parlons justement maintenant de la Haute Cour de justice. C'est la première fois que, c'est vrai que ce ne sont pas les juges qui ont statué, c'est un rapport qui a été élaboré sur le cas Alain Adiou, envoyé aux députés, et puis ces derniers ont décidé de la fin, d'abandonner en tout cas cette poursuite, de ne pas envoyer son dossier. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez maintenant que notre Haute Cour de justice a enfin commencé à fonctionner? Les dossiers qui devaient être devant la Haute Cour de justice ne sont pas devant la Haute Cour de justice. Et si c'est le dossier Alain Adiou qui a déjà malheureusement traversé les murs pas traversé, oui, je dirais traversé puisqu'il est sorti, a pris par les murs de la prison, ce n'est pas un dossier à poursuivre. C'est vraiment pas un dossier à poursuivre, puisque les vrais dossiers n'étant pas là. Alors là, je crois que la Haute Cour de justice n'avait pas de mieux à faire que de libérer ce dossier-là, de déposer son rapport et de dire relace, qu'il le soit. Donc, je crois que la plainte des Béninois par rapport à la Haute Cour de justice, c'est la politique qui a pris par là et qui prend toujours par là. Et le dommage, c'est-à-dire quoi? On aurait pu vraiment réviser la constitution de notre pays avec un consensus, c'est-à-dire tous les acteurs impliqués, et on aura pu régler ces histoires-là, comment dirais-je, les liens entre les institutions, ces institutions-là qui devraient fonctionner, mais que la politique à des moments donnés bloque. Mais malheureusement, on a voulu faire une révision cavalière qui a bloqué les choses, et on en est encore là. Et aujourd'hui, on trouve comme prétexte que c'est parce que des citoyens ou bien des députés ont bloqué un tel processus qu'aujourd'hui on fout notre pays dans tout ce qu'on veut. On prend toutes les raisons, tous les arguments possibles aujourd'hui pour violer allègrement nos lois, nos textes, pour dire oui, c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'on révise la Constitution. Voilà les dommages. Où se trouve la violation des textes? Dites-nous où voyez-vous la violation des textes si la procédure qui devait être poursuivie devant la Haute Cour de justice a été respectée? Non, je ne parle pas de cas Alain Adiou. Mais nous parlons du cas Alain Adiou. Non, le cas Adiou est là et je parle de l'institution qui, dommage, malheureusement, est de là depuis, mais n'a pas des cas à juger depuis. Et Alain Adiou a fait la prison dans cette affaire qu'on déplore aujourd'hui parce qu'il n'aurait pu ne pas passer par là-bas. Il aurait pu ne pas passer par là-bas. Et si on sort le cas, on retire le cas Alain Adiou de la Haute Cour de justice, alors on n'a plus de cas. Et si on n'a plus de cas, c'est parce que le processus est politisé. Et si le processus est politisé, nous devons revoir ça depuis ce temps-là. Si on n'a pas pu toucher à la Constitution pour pouvoir corriger cet art, c'est simplement parce qu'on n'a pas su profiter des opportunités. On a voulu faire une révision cavalière qui est encore bloquée, on en est encore là. Je voudrais revenir avec vous, Mathieu Avlessi. Il nous parle, Narcisse Ressou, de tentative de révision cavalière de la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette révision? Je suis pour révision. Pour autant, je ne suis pas pour le qualificatif donné à la révision cavalière. Moi, je pense que notre Constitution est vieille. Notre Constitution a besoin d'être toilettée. Si des gens se sont mis au travers de ce toilettage pour des raisons inavouées, je crois qu'ils vont en faire les frais. Vous savez, moi je dis, et par rapport au groupe dans lequel je milite, nous on travaillait à la base par rapport à l'avènement du président pour dire il y a des institutions qu'il faut fermer, qu'il faut, un peu comme j'ai parlé du Corsepi. Cette institution, la Haute Cour, a jamais fait quoi? Ça a consommé des milliards pour rien. La faute à qui? La faute à qui? La faute à la politique. Et la faute à ce que, voilà, on dit, notre Constitution a dit. Et les gens sont là, consomment nos sous pour rien, il ne faut rien, et on les laisse là. Après, on rien sale. C'est des choses sur lesquelles nous sommes intransigeants. La gouvernance alternative doit les corriger, qu'on le veuille ou non. Notre Constitution, et je suis heureux qu'aujourd'hui les OSC se mettent en réseau pour demander la révision de notre Constitution, qu'on qualifie cette révision de cavalière ou non, on en a besoin, qu'on la révise pour le mieux-être des Béninois, pour que des cas Alain Adiou ne reviennent plus. Parlons de la révision de la Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas, notamment par rapport à la Haute Cour de justice, est-ce que vous ne pensez pas, quand vous dites qu'il faut la supprimer,
qu'il doit quand même avoir une juridiction d'exception pour juger certaines personnalités pour des faits qu'elles auraient pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions, ministres, chefs d'État et autres. Merci, cher ami, merci le journaliste. Pour notre part, nous pensons qu'un Béninois, qu'il ait été à des postes de responsabilité ou non, il reste Béninois et la loi est unique pour tous. Il doit passer devant la justice comme tout autre Béninois. Il n'y a pas de juridiction d'exception. Que vous commettez des impairs, journalistes, ministres, je ne sais quoi, on vous passe devant la Cour de justice ordinaire de tous les Béninois. C'est ça la règle la plus ordinaire de tous. Nous sommes Béninois, nous avons une juridiction, vous faites mal, la juridiction corrige. C'est comme ça. C'est ce à quoi nous pensons et c'est pourquoi nous disons, pourquoi tout ça pour rien? Ça consomme des milliards pour rien. Nous ne voulons pas des institutions budgétivores. Nous voulons que les sous soient dépensés pour le mieux-être des Béninois, pour le mieux-être des plus pauvres. Parce que nous sommes des privilégiés de la nation. Dans une certaine mesure, en effet, nous sommes des privilégiés. Nos parents, il y a des parents à nous qui n'ont pas accès aux soins. Et c'est pourquoi les programmes Arche ici et ça, qui intègrent la masse la plus vulnérable dans des situations de prise en charge, encourageons. Générons les ressources pour que cela soit. Pour l'instant, les gens peuvent continuer de mourir en attendant que H ne commence. Oui, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'une institution comme la Haute Cour de justice devrait tout simplement être supprimée? C'est vrai que c'est une institution budgétivore et elle n'a pas encore réussi, en tout cas, à juger les personnalités politiques qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir procédé à des... ou du moins avoir commis des crimes ou des délits. Vous savez, nos politiques, ou notre histoire politique du Bénin, fonctionne de telle sorte que ce sont des individus qui se connaissent et qui savent quel coup ils peuvent se donner. Si on prend seulement l'exemple du cas Adiou, c'est vrai qu'il y a eu malversation. C'est vrai peut-être qu'il y aurait encore d'autres acteurs impliqués dans ce dossier et peut-être c'est lui seul qui est allé rendre compte. Peut-être qu'il est accusé par responsabilité, puisqu'il était sous un président. Donc, et il a peut-être exécuté des ordres. Il y a tellement de bémols à mettre. Donc, si on prend son exemple, et s'il peut y avoir des cas comme ça, où politiquement on peut enfermer des gens, il peut y avoir des détenus politiques, c'est pourquoi eux-mêmes ont prévu ce mécanisme, une barrière pour que le politique n'endommage pas la vie de citoyens qui auraient occupé telle responsabilité. Ça dit, je voudrais simplement dire par là qu'on se rende des coups. Bon, aujourd'hui c'est moi qui suis là. Hier tu m'avais combattu. Au final, cela s'est retourné contre le système puisque Alain Adiou aura passé tout ce temps en prison. En prison, oui, simplement. Mais pour ou une affaire pour laquelle finalement il n'aurait pas été. Simplement parce que c'est ça on a rappelé au départ, parce que à l'époque il se faisait dire qu'il avait nargué les députés et les députés lui ont rendu son coup. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'exception de la règle. A dit la Haute Cour de justice est là. Depuis là, ça n'a pas pris en compte qui que ce soit, mais les députés ayant toute puissance de vous envoyer d'abord devant cette cour ont eu gain de cause parce qu'ils ont voulu montrer leur force de frappe à un individu. Donc, ce n'est pas que ça s'est retourné, mais déjà dans cette sphère de l'Assemblée nationale, il y a une puissance qui s'est fait valoir en son temps et malheureusement, c'est Alain Adiou qui en a subi les frais. Ce qui voudra simplement dire que... Il faut supprimer la Haute Cour désormais ou pas? Il faut que tous les acteurs réfléchissent à nouveau pour pouvoir définir le mécanisme qu'il faut. Comment, vous savez, une constitution qu'on a expérimentée pendant 28 ans à peu près. Et aujourd'hui, les acteurs qui ont subi, c'est-à-dire qui ont été à un moment donné à quelques niveaux de la chaîne de cette constitution-là, on les met à l'écart et on pense être le seul intelligent et on fait des lois, on amène à l'Assemblée compte tenu d'une majorité, on veut faire passer. Maintenant, ça échoue, on procède maintenant par chirurgie, par côté. Hein? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question, Narcisse Ressou. Là où se trouve la question, c'est que il faut forcément qu'on aille toucher à notre constitution
mais de façon consensuelle pour Qu'est-ce pouvoir... que vous appelez consensus, Nassir Ressou, quand on sait que d'autres régimes ont déjà tenté de réviser la Constitution, ça n'a jamais fonctionné? À quel moment peut-on véritablement obtenir un consensus entre les Béninois? Consensus signifie-t-il unanimité? Consensus doit signifier unanimité, c'est-à-dire concession. On peut concéder des choses, c'est-à-dire ensemble... Est-ce que vous êtes bien raisonnable pour une population de près de 12 millions d'habitants bientôt? Vous voulez qu'il y ait une unanimité pour la révision de la Constitution? Non, unanimité, ça voudra dire quoi? On ne voudra pas dire que les 12 millions ont à dire dedans, tous doivent dire oui. Bon, vous parlez de consensus, il faut consulter toutes les parties, c'est ce que vous disiez. Il faut ouvrir large. Il faut connaître l'histoire de la Constitution, pourquoi on en est arrivé là, et ce qu'elle nous a permis de faire pendant 28 ans. Et pour aujourd'hui penser à d'où nous venons, pour savoir où nous voudrons aller. Mais quand on va omettre d'où nous sommes venus, on risque de faire des reculs. Et aujourd'hui, le cas est palpable, est là. Il y a des citoyens qui s'inquiètent qu'on soit en train de glisser malgré les lois dans la dictature parce qu'on les interprète, chacun les interprète à sa façon. Et ceux qui ont toute puissance aujourd'hui les prennent dans leur sens. Ce qui voudra dire que la matière consensuelle, là, voudrait qu'on ouvre large pour pouvoir garantir une constitution pour les Béninois pour plusieurs années. Mathieu Avlessi, vous vouliez que l'on supprime la haute cour de justice. Pour y arriver, il faut réviser la Constitution. Et tout à l'heure, vous le disiez, des organisations de la société civile ont déjà initié, en tout cas, ont déjà commencé à demander la création d'institutions, notamment la Cour des comptes, ce qui nécessite une révision de la Constitution. Dites-moi, vous êtes membre, en tout cas, d'un parti politique qui soutient l'action du gouvernement. Est-ce que cela voudra dire, si éventuellement vous êtes dans le secret des dieux, que le gouvernement pense aujourd'hui être en mesure de réviser la Constitution, de contourner l'échec d'il y a un an, quelques mois? Vous avez su bien dire, hein, je ne suis pas pour autant, je ne suis pas député, je ne suis pas ministre, je ne suis pas DG. Donc oui, partisan et soutenant les actions du gouvernement, je suis heureux que M. Ressou soit d'avis qu'on révise la Constitution. Mais cette affaire consensus dont on parle, que tout le monde nous prend dit, il a aussi dit, M. Ressou, qu'on interroge l'histoire de notre Constitution. Cette Constitution a été rédigée par un groupe. Nous participons souvent au séminaire. Hein. Même quand vous allez dans les séminaires, combien de personnes travaillent sur les dossiers? C'est un petit groupe. Le reste, ils sont là pour applaudir. Ils sont là pour prendre des PDM. Ça, c'est connu de tous. Vous avez fait vos expériences, j'ai fait mes expériences. Et donc on parle de consensus par rapport à la révision de la Constitution. Mais on parle de la Constitution d'un État qui engage la vie de tous les citoyens. L'histoire de cette Constitution, rappelons-la, elle nous a été donnée au lendemain de la Révolution, de la Conférence nationale. Elle n'était déjà pas consensuelle à cette époque-là? Je dis consensuelle parce qu'on était pressé. Et vous avez suivi qu'Érico m'a donné quand il est revenu. On l'a rédigé contre lui. Il a dit, il pensait que j'étais con, que j'avais pas, je suis têtu. L'histoire est là, hein, interrogez un peu l'histoire. Il a laissé passer, il est revenu, il a fait 10 ans, il a voulu réviser. Et là encore, c'est pourquoi ce monsieur perd son âme. C'est vrai, il a ses erreurs, il est humain, il a commis des erreurs. Mais il a toujours pensé le bien de ce pays. Cette affaire Libye, cette affaire révision de constitution qu'il voulait faire, certes, il allait mettre des choses dedans qu'il arrangeait lui, parce que chacun essaie de mettre ce qui... C'est une œuvre humaine qui doit souffrir, qui a ces niveaux de perfection. Donc on demande de retoucher. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La vérité d'il y a 28 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et donc, remettons notre constitution dans notre contexte d'aujourd'hui pour nous et nos enfants. C'est nécessaire, indispensable. Quel type de consensus, d'unanimité pensez-vous qu'il faut trouver, Narcisse Ressou, pour que cette constitution puisse être enfin révisée? Parce qu'au moins c'est une chose, que ce soit ceux qui militent pour l'opposition, ceux qui militent pour la majorité au pouvoir, tout le monde est d'accord, il est temps de réviser la constitution du Bénin. Oui, vous savez, là où je vois quand vous me faites revenir et quand vous sentez que je voudrais tacler un peu le régime en place, ce qui est de justice, parce que nous avons de la mémoire. Avant que ce régime ne s'installe, on a vu des leaders politiques se mettre ensemble dans ce pays, marcher pour demander une assise nationale.
Les Amoussou Bruno ont marché, ils ont demandé une assise nationale. Koupaki a écrit une lettre à Boni Yahi de sursoir aux élections pour que le pays passe à une assise nationale. Mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Est-ce que ce n'était pas une manipulation? Pourquoi, depuis qu'ils sont venus aux affaires, cette assise nationale ne les intéresse plus? Et quand nous sommes observateurs, quand nous sommes de la presse, et quand nous voyons, nous avons devoir de les rappeler et de dire que ceux-là nous ont trahis. Parce que quand vous parlez d'une assise nationale, avec cette mobilisation de la classe politique, et que vous soyez aujourd'hui aux affaires, l'urgence serait de passer à cette assise et que les raisons, la Constitution, qu'on définisse à comment nous allons. Les personnes dont vous parlez ont été, pour que Koupaki, par exemple, a été aux élections, ce n'est pas lui qui a été élu, il a soutenu le candidat élu. Et ce candidat élu avait un programme bien précis. Il a bien annoncé dès le départ quels sont les éléments de la Constitution qu'il entend faire réviser. Merci. Le problème, c'est ce que je dis souvent. Quand les Béninois disent, on dit comme argument que, mais il avait annoncé qu'il allait réviser la Constitution. Mais il ne nous a pas dit la méthodologie. Il ne nous a pas dit, parce que vous venez de dire tout à l'heure, tout le monde, il a été élu. Tout le monde est d'accord qu'on révise la Constitution. Mais de quelle manière, ça n'a pas été défini. Et c'est là la supercherie. C'est là où il fallait s'entendre au départ. Oui, regardez des aspects, ça dit, bon, je ne vais pas évoquer, sinon vous me trouverez trop opposant en tant que journaliste, et c'est pas bien. Sinon, des promesses de faire un mandat pour que puisse passer à ces questions de révision de ceci et de cela, semble aujourd'hui du bluff. Parce qu'il ne faut pas revenir, même si c'est un jeu politique, même s'il tient à faire un seul mandat, il ne faut pas revenir, ça dit, c'est un engagement citoyen. Même si on est chef d'État. On va pas revenir sur ce débat-là. Moi, j'aimerais savoir avec vous, Mathieu Blessy, est-ce qu'il est possible que l'on révise la Constitution du Bénin, au point où nous en sommes? Il est tout à fait possible. Et la dernière tentative qu'un groupe de députés a dû bloquer, c'était des propositions d'amendement à la Constitution que la Commission a dû soumettre aux élus, aux honorables députés, pour qu'ils en jugent, qu'ils amendent, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, avant de passer au vote. Qu'on n'accepte même pas de lire les propositions faites dans le sens de la révision de la Constitution et qu'on refuse de faire ce travail. J'ai dit, mais ils sont élus pourquoi? Juste parce qu'il y a de l'argent dans ça? Juste parce que ce n'est pas normal que les gens refusent de travailler et qu'on leur paye des salaires pour ceux qui ne font pas. Donc, la procédure n'est pas la chose la plus importante. La proposition, ils sont là, élus du peuple. On leur envoie un test, ils amendent. Ça, on n'est pas d'accord, voici ce que nous mettons. Et ça deviendra un document consensuel. Parce qu'une commission a travaillé, c'est passé, ce sont nos mandants. Ils parlent en notre nom, ils travaillent en notre nom. Et donc, il le faut pour nous. Nous aurions été d'accord qu'ils amendent le document, qu'on avance avec. Oui, mais est-ce qu'il est possible de réviser la Constitution quand vous parlez de consensus ou d'unanimité et quand ce gouvernement propose un test qui pourrait donc permettre de changer la Constitution, on s'y oppose, il y a une minorité de blocage qui a eu raison de ce test à l'Assemblée. Quand un nouveau test arrivera, peut-être sous un autre régime, il y aura peut-être encore une nouvelle minorité de blocage. Est-ce que notre Constitution peut être révisée? Oui, je voudrais dire trois choses que je ne voudrais pas oublier dans le ordre. Premièrement, on tâche de dire les députés auraient pu accepter qu'on adopte la Constitution et qu'on passe maintenant à dire non, mais qui n'ont même pas lu, qu'on passe article par article. Ça, c'est vrai. Vous savez, il y a une majorité mécanique. Et le nombre qui bloque d'abord l'acceptation de la Constitution n'est pas le nombre qui bloque au niveau des articles. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Non, au niveau des articles, l'effectif, ça dit déjà avec 42 députés, ça passe. Alors que c'est une minorité qui pouvait bloquer déjà le projet. Je n'en suis pas sûr. À l'occasion du vote de la Constitution, ça dit maintenant que le travail s'ouvre sur la Constitution, c'est une minorité qui pourrait bloquer, la minorité a bloqué. Mais si la minorité n'avait pas bloqué, accepté, ce n'était plus cette minorité-là
n'était plus nécessaire pour que le processus puisse continuer. Si, il faudra peut-être, je ne l'ai pas sous la main, il faudra qu'on le lise. Il me semble très bien que le vote de la Constitution, le vote ne peut avoir lieu qu'avec les 4/5 des députés. Ça, non, ça c'est pour adopter maintenant le problème. Oui, mais justement, la minorité reste, elle reste encore puissante, elle peut encore, après, si la minorité, permettez-moi, Narcisse Fressou, de m'impliquer dans le débat, si la minorité participe aux travaux et que le test, la mouture finale n'est pas de son goût, cette minorité de blocage a encore la possibilité de s'opposer à l'adoption du test final. Vous savez, il y avait un piège véritable dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une supputation? Non, il y avait une crise, il y a une crise de confiance aiguë. Et vous savez, les mêmes qui ont introduit ce projet, ils ont donné de l'argent aux députés pour aller... Non, je ne dis pas cette affirmation. Non, je ne parle pas de corruption, c'était légitime pour que les députés aillent à la base, à rencontrer les populations pour échanger. Mais ces mêmes populations ont dit niet, ce qui voudra dire... On n'a pas fait de référendum, Ce n'est pas parce que quelque part... Ce n'est pas parce que Narcisse Fressou, quelque part, certaines populations se sont... Pas certaines, hein. Même ceux qui sont venus dire à l'Assemblée que les populations les ont mandatés. Rosine Soglo l'a dit. Laurent Rosine Soglo l'a dit. Vous mentez les populations. Ce que Rosine Soglo a dit ne fait pas forcément foi. Non, mais on a vu... Tout le territoire national, Narcisse Fressou. Sur tout le territoire, les citoyens béninois ont dit niet. On aurait peut-être dû... Cher ami, des députés ont été même chassés dans cher ami, vous n'avez pas eu les sous pour descendre sur le terrain comme les députés. Non, mais ils n'allaient pas ça pour être médiatique. S'il te plaît, je comprends. Je comprends, mais vous ne dites pas partout non plus. Non. Vous ne dites pas partout. On a eu des images à Permettez, on va évoluer, ce débat est pratiquement à son terme. Merci. On sait très bien que le projet de révision de la Constitution, ce n'était pas ça le sujet, mais la Haute Cour de justice fait partie intégrante de cette situation. Martin Avlessi, pardon, Mathieu Avlessi, oui, je pense que je vais peut-être vous rebaptiser. Mathieu Avlessi, on a vu donc cette tentative de révision. Maintenant, on le sait, les organisations de la société civile proposent une nouvelle, en tout cas, une révision de la Constitution. Nous espérons que cela va peut-être, en tout cas, être fait dans le consensus et j'espère que ce n'est pas un moyen déguisé parce que la société civile devait être garante, n'est-ce pas Mathieu Avlessi, de cette neutralité, de cette indépendance. Mais voilà que c'est elle qui vient aujourd'hui proposer la création de la Cour des comptes, voire de la révision de la Constitution. Parce que la société civile souhaiterait que le pays soit bien géré. Vous n'êtes pas de la société civile, vous ne pouvez pas affirmer en leur lieu de place. Avant d'être partisan, je suis civil, je suis béninois. Et ça, je veux que mes parents aient mieux être. Donc, si on se rend compte que c'est le politique qui nous prend tout, et qui nous exproprie de ce qui doit nous... Alors, allons dans la procédure qui nous permettrait la révision de la Constitution pour que ce qui doit nous revenir nous revienne. Ça, c'est fondamental. Et c'est légitime que les sociétés civiles s'organisent pour dire, allez, on va faire des propositions. Et je crois que moi, j'étais à la conférence, au séminaire gouvernemental sur la dernière... je ne sais quoi, j'ai oublié un peu. Le code pénal. Le code de procédure pénale, il y a eu... Bon, il y a eu beaucoup où on nous a demandé, mais comme je disais là, combien de personnes participent vraiment aux travaux? Les gens viennent totalement lassistes. J'ai observé des choses qui ne m'ont pas mis à l'aise. C'est un groupe qui travaille. Comme ça se passe de façon ordinaire dans nos séminaires là. C'est un groupe qui travaille. Donc un groupuscule, merci mon cher ami. Lorsqu'on me parle, on vient me brandir consensus. Je les ai observés, ces députés. Vous n'allez pas non plus prendre la pratique. Un groupe fait le travail. Cette pratique-là pour que désormais, s'il y a une décision aussi importante que la révision de la Constitution, on se dise que comme les Béninois n'aiment pas travailler sur ce genre de texte, qu'il faut s'en tenir à ce qu'un groupuscule décide quand même. Ce n'est pas un groupuscule qui décide. Le groupuscule, en fait, est une émanation du groupe. Tantôt vous critiquez, tantôt non, c'est le groupe. C'est le groupe qui a été mis en place pour représenter l'unanimité. Mais dans ce groupe, on observe. Et ça, c'est parce que de temps en temps, on va travailler avec eux. On observe que le groupe ne travaille pas. Le groupe ne s'engage pas vraiment à lire les tests pour faire des amendements. Et c'est pourquoi je dis, quand on reste dehors pour corriger un système, il faut se retrouver à l'intérieur du système.
Merci à vous, Mathieu Avlessi. Nassir Rassou, un dernier mot. Non, c'est peut-être de répondre rapidement sur votre inquiétude, que la société civile soit demandeur rapidement de cette affaire. Le jour où la Cour constitutionnelle s'installe, le 8 janvier, que la société civile, vous ne voyez pas déjà la supercherie où le jour où on installe la Cour constitutionnelle, vous voyez, la société civile... Vous êtes devenu très suspicieux, Nassir. Non, on n'est pas suspicieux, c'est-à-dire la coïncidence peut étonner quand même. Hein. Donc ça, c'est mon dernier mot. C'est une coïncidence qui étonne Nassir Rassou, mais qui n'étonne pas Mathieu Avlessi. C'était mes deux invités sur Fait Croiser de ce jour. Merci de votre aimable attention, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci à vous aussi d'avoir accepté donc de participer à ces échanges. Fait Croiser, c'est terminé.